quelques idées, quelques questions qui se posent sur l'après-scolite quand on a exploité une parcelle. Alors, il y a des aspects dans mon intervention qui sont politiques sur le plan de relance, les subventions, et en lien avec des aspects techniques et écologiques. On bénéficie effectivement de subventions de l'État pour reboiser dans le cadre de problèmes sanitaires tels que les scolites. Alors, c'est dans le cadre du plan de relance. Je vous avoue que moi, on m'a missionné en tant que chef du service forêt pour monter des dossiers pour pouvoir bénéficier des subventions. Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir compris ce que c'est censé relancer au point de vue économique. On pourrait dire peut-être qu'à la marge, ça peut relancer l'activité des pépiniéristes, quand il s'agit de planter, mais c'est vraiment à la marge. Le plan de relance en forêt, non, globalement, c'est 200 millions d'euros pour la filière forêt-bois. Dans ces 200 millions, il y a un volet forestier. Il y a aussi un volet filière. Dans le volet forestier, donc pour la forêt publique, ça va consister en quelques dizaines de millions d'euros pour trouver des solutions de reconstitution de peuplement fortement affectés par les changements globaux. Donc, au final, la filière s'est réjouie officiellement, certains un grand coup de trompe, pour dire enfin l'État réinvestit dans la forêt. Il y a des subventions publiques, et c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait plus eu un déblocage de plusieurs dizaines de millions d'euros pour investir dans les forêts. Néanmoins, la façon dont ça s'est fait pose vraiment de gros problèmes. On a donc une livraison de, je vais dire pour simplifier, quelques dizaines de millions d'euros pour reboiser les forêts. Il y a une certaine part, donc bien sûr chacun a joué son rôle politique dans la filière, il y a une certaine part qui est revenue à la forêt privée, une autre part à la forêt publique, d'abord aux forêts d'État, puis ensuite on nous a dit ce qui restait en quelque sorte pour la forêt communale. Il y a eu des tractations politiques pour que chacun ait sa part. Et puis au bout d'un moment, donc, la direction générale de l'ONF est revenue vers nous. En tant que chef de service forêt sur un département, j'étais un peu en première ligne avec les collègues. On nous a dit, bon ben voilà, maintenant qu'on a négocié X millions d'euros, il va falloir monter les dossiers et pour pouvoir réclamer ces millions d'euros. À partir de là, tout va très vite. Et on a vécu la situation suivante, c'est qu'on avait établi des documents techniques sur la façon de reboiser un peuplement ravagé par un problème sanitaire, en disant, ça a été le consensus technique au niveau de la région Grand Est pour l'ONF, il est souhaitable d'attendre minimum 2 à 4 ans, selon les contextes. Il y a certains contextes où vraiment le sol est nu, et on se dit même en attendant 2 ans, il ne va pas se passer de miracle au niveau de la revégétalisation du sol, des dynamiques naturelles, donc peut-être que 2 ans ça peut suffire, mais dans la majorité des cas, il faudrait attendre au moins 4 ans que s'exprime la dynamique d'après-exploitation, que déjà la parcelle, en quelque sorte, cicatrise de l'exploitation, pour voir s'il y a déjà un petit peu d'abri qui se fait. Vous avez vu tout à l'heure les quelques petits sorbiers, bouleaux, épicéas qui poussaient. Le peu qu'on a vu tout à l'heure, ça établit un nouvel équilibre dans les forces en présence dans l'écosystème, et on commence à avoir peut-être un microbiote qui se réinstalle, tout un tas de choses qu'on a vues ces jours-ci, et un début d'ambiance et d'abri. Ça a l'air de rien, mais parfois, j'ai dit tout à l'heure que je connaissais bien les phénomènes de futaies irrégulières. Parfois, on constate simplement qu'un petit buisson de noisetier, 3 fois rien, quelques rejets de noisetier qui poussent dans une parcelle, permettent, grâce à cet abri-là, l'apparition de semis naturels de telle ou telle essence juste à côté. C'est par petites touches qu'on réussit petit à petit à reconstituer une dynamique naturelle facilitant l'installation de la forêt.
Raphaël l'a bien dit tout à l'heure, quand bien même en régénération naturelle on n'aurait que de l'épicéa derrière de l'épicéa scolité, ça fait une première ambiance forestière qui facilite techniquement et financièrement l'installation de la forêt. Donc 2 à 4 ans, et le plus souvent 4 ans minimum d'attente. Et là, on vient nous voir en nous disant, ça a été un peu la furie de la fin 2020. Décembre 2020, il a fallu répondre à une espèce de marché pour formuler nos besoins pour les forêts communales, pour début janvier. Et puis après, une fois que les tractations politiques ont eu lieu, on va maintenant, vous avez 1 an pour bouffer les subventions. Parce qu'il n'y en aura peut-être pas l'an prochain. Vous voyez déjà l'attente de 4 ans, elle en prend un coup. Et on a eu cette espèce de communication un peu schizophrène auprès des communes forestières en leur disant, c'était vraiment comme ça. Hein. Vous imaginez un PowerPoint, première diapo, il faut attendre 4 ans. À la fin de la diapo, même pas la suivante. Hein. Il convient donc de monter des dossiers très rapidement et si possible au printemps. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement 2021, mais c'est qu'on nous a dit, pour montrer notre bonne volonté, il faut à tout prix qu'il y ait des dossiers, un maximum de dossiers qui soient montés au printemps, parce que ça montrera que l'ONF est capable de monter les dossiers en temps et heure, et que peut-être comme ça, on aura une nouvelle livraison de subventions l'an prochain. C'est assez pernicieux, cette histoire-là. Parce que donc, on nous a dit, il faut aller doucement, mais il faut aller le plus vite possible. Alors, bien sûr, on avait déjà des parcelles exploitées depuis 2 à 4 ans. Donc, on a été pioché dans ces parcelles-là pour avoir des cas de figure convenables, où on ait des chances que ça fonctionne. Mais, si je compare à ce qui s'est fait après la tempête de 99, il y avait eu une grosse enveloppe. Et là, c'était quelques milliards, finalement débloqués par l'État, mais sur un plan qui était garanti sur 10 ans. C'était déjà un peu plus conforme au rythme forestier. Maintenant, on a perdu ça, et on est vraiment dans une logique annuelle qui ne peut pas convenir dans un cadre comme celui-là. Donc, on a quand même monté un certain nombre de dossiers, là où on n'avait pas trop de doutes sur le fait qu'il faille replanter derrière des parcelles ravagées. Au passage, il y a eu un cadrage qui a été assez sain au niveau de l'ONF. Assez rapidement, on a dit, bon, finalement, ces quelques millions d'euros ne vont pas nous permettre de faire des miracles, donc on va s'atteler au cas où il y a vraiment des gros dépérissements. Donc uniquement les cas d'épicéa scolité. Mais le plan de relance prévoit d'autres possibilités de financement, à savoir transformation de peuplements réputés inadaptés. Donc par exemple, selon certaines hypothèses, dans le quart nord-est, le hêtre serait amené à disparaître avec les changements globaux. Je suis bien d'accord avec toi, je fais moi aussi comme ça. Mais selon certaines hypothèses, et donc, les régénérations naturelles de hêtres seraient éligibles à un broyage pour installer de la plantation d'autres choses. À l'ONF, on ne nous a pas poussé dans cette direction-là, quoique. Heureusement, j'ai eu encore des collègues, des homologues autour de moi pour, dès que ça commençait à glisser sur cette pente-là, dire non, hein. Non. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on a peut-être une opportunité politique de faire subventionner des plantations, etc., dans des cas bien particuliers. Mais en gros, le coût d'une plantation en plein, donc voilà, vous plantez, peu importe, hein, 1, 2 ou 3 essences, mais en tout cas en plein, à distance, sur une certaine surface, vous plantez tout. Actuellement, on a un problème, c'est qu'il n'y a quasiment aucun endroit dans le Grand Est où ça peut se faire sans protection contre le gibier, donc sans engrillagement. Quand je dis gibier, ça va être essentiellement cerfs et chevreuils sur des plans forestiers qui sont très appétants pour le gibier. On est à peu près sûr que tout sera bouffé dans pratiquement tous les contextes si on ne met pas ce grillage. Donc ça monte le coût d'une plantation à 10 000 € par hectare. Quand on nous a expliqué, j'essaie de refaire le calcul, oui, puisque c'est en forêt communale, je ne sais plus trop, mais je dis ça de tête, c'est pas forcément exact, mais on avait de l'ordre de 20 millions d'euros de possibilités de subvention. Si je divise ça par 10 000,
à l'hectare. 1 million divisé par 10 000, on va faire... attendez, je ne retombe pas sur le... Non, je retombe pas sur le chiffre que j'avais, mais bon. Il y a trop de zéros. On va dire un chiffre, n'importe. Ça fait 2000 hectares. 2000 hectares sur tout le Grand Est en forêt communale à planter. 200, c'est 200, oui, puisque moi j'étais arrivé sur mon agence à maximum 40 hectares. C'est-à-dire 1 pour 1000. Un peu moins de 1 pour 1000 de la surface des forêts communales. Donc on a fait tout un foin sur ce beau plan de relance, sauf qu'au final, il y a eu aussi du battage politique, hein, le président qui a dit on n'a jamais aucun gouvernement, hein, Macron a dit ça, n'avait investi autant, on va planter des millions d'arbres. Oui, c'est vite fait de planter des millions d'arbres, sur une parcelle, on a déjà 30 000. Bon d'accord, ça impressionne le grand public, mais c'est rien. Alors, c'est à la fois pas grand-chose en termes de retombées sur le terrain, puisque c'est 1 pour 1000 des surfaces, mais ça crée une ambiance. C'est-à-dire que voilà, la solution va être de planter tout de suite tant qu'on a des sous. Pour l'instant, ça l'impact sur le terrain, 1 pour 1000 de la surface. En forêt domaniale, chez moi, ça va être 2 pour 1000. Et puis il y a certaines agences de l'ONF un peu plus politiques, et qui eux sont montées à 3, 4 pour 1000, qui sont excités. Mais en fait, ça crée déjà une ambiance dans laquelle on parle de plantation. Et du coup, il y a aussi d'autres financements qui viennent. Des financements de compensation, par exemple, certains carriers qui installent maintenant en forêt, derrière leur carrière, une fois qu'ils ont exploité une tranche de carrière, qui installent des panneaux photovoltaïques. Et je me retrouve avec le cas, sur le piémont vosgien, d'un carrier qui maintenant a négocié le fait de pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques sur sa carrière en forêt, et qui, en compensation, on lui demande de financer des projets de boisement ou de reboisement dans les forêts communales alentours. Donc il va faire le VRP et il va voir les communes les unes après les autres. Donc, quand même, l'idée de la plantation systématique après dégâts sanitaires dans le cadre des changements globaux fait son chemin. Au niveau des idées, c'est assez impactant. Ensuite, il y a autre chose qui, assez rapidement, m'a choqué, c'est que j'ai vu énormément de réunions sur ces 1 pour 1000 de la surface. Il y avait à un moment un comité de pilotage toutes les semaines avec tous les cadres de la direction territoriale ONF Grand Est pour discuter de comment on va réussir à grappiller un maximum de subventions avant le mois de mai, puis avant le mois d'octobre. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais on en est où là? Parce que moi, j'ai un technicien dans mon équipe qui s'occupe de l'animation sylvicole sur toute la Meurthe-et-Moselle. C'est vachement important, quoi. Il intervient à la demande des collègues de terrain quand il y a un problème particulier, très, très pointu. Et il n'avait plus le temps d'aller voir les collègues parce qu'il était occupé par le plan de relance. Je me suis amusé à faire une estimation du temps qu'on a consacré à cette histoire de plan de relance sur le premier semestre 2021. C'est de l'ordre de 15% du temps de personnel de l'ONF Grand Est. Et en masse salariale, puisque c'était beaucoup des directions, des réunions de directeurs, pas loin de 20%. Voilà, sur 1 pour 1000 de notre surface, on a passé 20% de notre masse salariale. On vous a dit un peu ce matin que maintenant on a des secteurs de 2000 hectares où il faut courir derrière tout, où on n'a plus le temps de faire de la prévention de scolytes, donc on laisse les épidémies s'emballer. Donc là, c'est pas 1 pour 1000 de la surface. Vous avez vu pendant ces jours-ci les dégâts que ça peut causer, les problèmes que ça peut poser. Et là, il y a une espèce de folie, parce que, soi-disant, peut-être que c'est vrai, hein, notre directeur général à l'ONF devait, toutes les semaines, rendre des comptes à Jean Castex sur combien l'ONF va pouvoir consommer de subventions. Voilà pour le volet politique. Ensuite, donc, le volet technique, je l'ai un peu abordé par la question du délai d'attente pour voir s'exprimer éventuellement une dynamique naturelle. Donc c'est clair, hein, 2 à 4 ans, c'est un minimum raisonnable. Après la tempête de 99, donc les subventions nous ont permis d'attendre 5, 10, 15 ans. Dans des tas de cas où on pensait que le sol était complètement couvert de graminées, voire de fougères à règles, comme vous avez peut-être vu de la fougère à règles autour là, des cas très compliqués où on se dit les semis d'essence forestière vont plus s'installer, il n'y a pas de manque de graines dans le sol, etc. Ben, on a constaté quand même qu'au bout de 5 à 10 ans, il y a des tas de parcelles où on n'avait pas investi, où ça s'est très bien reconstitué.
Mais voilà, il faudrait conserver cette logique-là et pouvoir attendre d'observer les dynamiques naturelles. Là, on a quand même ce problème-là. Donc, on m'a dit de ne pas aller trop loin, de ne pas trop donner mon avis sur les questions qu'on doit se poser pour reconstituer une parcelle une fois qu'on aurait rasé les scolites. Il y a déjà quand même une question préalable, peut-être que je vais juste montrer l'image. C'est, bien sûr, on en a discuté pendant plusieurs jours, mais il y a parcelle rasée et parcelle rasée. On a vu ce matin qu'on laisse par endroits des bouquets, on peut laisser des arbres isolés, des feuillus, et quand bien même on voudrait exploiter tous les épicéas scolités ou sauver toute la valeur économique qui peut rester dans le peuplement, il y a différents taux de coupe, et ça va reposer sur... là je suis en amont, hein, je suis dans la coupe des épicéas. Je pense que déjà il y a un diagnostic préalable à une coupe d'épicéas pour voir quels sont les peuplements qui méritent une coupe rase, quels sont les peuplements qui méritent une coupe très soignée et très attentive aux quelques feuillus qui restent dans l'intervalle. Ah oui, il faut mon mot de passe. Et je vais juste vous montrer, pour revenir un peu en amont. Toi aussi, c'est point. Ouais. Ouais, même. Voilà. Je vous montre juste quelques images d'une toute petite parcelle d'épicéa qui m'appartient, dans laquelle je m'amuse. Donc, il n'y a plus d'enjeu de stopper l'épidémie dans ce coin-là. Toutes les paissières de plaine, elles sont ravagées. Et j'ai moins d'1 hectare, donc je n'ai pas d'obligation à exploiter les chablis, les épicéas scolités. Donc vous voyez, voilà, des épicéas scolités, il y en a. Hein. Je les laisse sécher depuis 2017, puis j'observe. En beau forestier fonctionnaire feignant, là, je me repose. Et des fois, ça se transforme en ragondin. Donc voilà. Ouais, on va s'arrêter juste sur cette photo-là. Voilà, ça crève tout doucement. Je peux vous assurer que ça, c'est une plantation d'épicéa pure que j'ai fait étant petit. Je peux vous assurer que quelques années après, je savais qu'elle allait crever, puisque on savait quand même qu'elle était hors station. Je ne savais juste pas quand. On dit que c'est les changements climatiques qui font mourir l'épicéa. Quand on a installé de l'épicéa en plaine bien hors station, les changements climatiques ont précipité quelque chose qui était à peu près inévitable. Donc, plantation monospécifique, ça va quoi. On commence bien à savoir que c'est quelque chose qu'il ne faut plus jamais faire. Et donc, si je prends cet arbre-là, c'est un tremble, il est sec en cime, et il était... j'avais quelques feuillus comme ça dans mon peuplement, avant que les épicéas commencent à crever. J'avais l'impression, en passant devant ma parcelle, que je ne voyais pas de feuillus. Mais il y en avait. Il y avait ce tremble, il y avait quelques bouleaux au fond, il y avait un frêne, je ne sais plus, peut-être que celui-là c'est un frêne. Et donc, des arbres tout rachitiques qui vivotaient entre mes épicéas. Celui-là, j'étais convaincu qu'il était mort. Parce qu'il est tout petit mon bois, donc je vais un peu recenser ce qui était autre qu'épicéa. Oui, en cime, il était tout sec. Et là, il a commencé à y avoir des épicéas qui ont perdu leurs aiguilles autour, ça lui a donné de la lumière, et il a fait plusieurs petits houppiers comme ça, des descentes de cime, des branches qui ont poussé, des gourmands, alors qu'il avait l'air mort. Et bien, mine de rien, ce petit abri que vous avez là, qui n'existait pas avant, les quelques épicéas qui créent un peu moins vite et qui ont encore un peu d'aiguille, vous voyez que quand on est en dessous, c'est pas le plein découvert. D'accord? Donc, je pense que déjà en amont de la coupe, avant même de parler de reconstitution, il faut être capable de discerner des endroits où il va y falloir, si on exploite là-dedans, admettons qu'on exploite, y aller précautionneusement. On a parlé d'abattage manuel ou mécanisé. Là, ça va être de l'abattage manuel. Et si j'étais l'État, je pense que l'investissement, il serait beaucoup plus utile pour payer des gens qui observent et qui discernent les cas de figure, et puis pour payer aussi des bûcherons manuels et ne pas engager la filière dans le tout abatteuse. Ensuite, ça je le mets en relation avec autre chose, c'est le fonctionnement hydrique d'un peuplement forestier. Je
je me suis amusé, c'est moi qui ai fait le dessin, c'est un peu à l'ancienne, à résumer un bouquin qui s'appelle « Le bilan hydrique des peuplements forestiers du réseau AFORCE ». Donc c'est un réseau pluridisciplinaire de recherche qui date de 2016. Et donc je me suis dit, ce bouquin-là, il y a plein de données, je vais essayer de faire un schéma. Alors, il est un peu compliqué, on va pas forcément rentrer dans le détail, mais en tout cas c'est pour convaincre mes collègues. Moi, je me balade avec ça, et puis je l'explique partout, ce schéma-là, parce qu'avant, qu'est-ce qu'on gérait en tant que forestier dans la sylviculture? C'était beaucoup la lumière. Maintenant, il va falloir gérer l'eau. Ça va être vraiment la denrée précieuse. Et il y a un lien entre, pas forcément la lumière, mais en tout cas le taux de couvert et le fonctionnement hydrique d'un peuplement. Le taux de couvert, dans cette étude-là, on la résume par l'indice foliaire. C'est un peu compliqué l'indice foliaire, mais c'est très concrètement la surface totale des feuilles. Vous prenez les feuilles une par une, vous mesurez la surface de la feuille. Toutes les feuilles du peuplement, vous mesurez leur surface et vous le rapportez à 1 hectare de forêt. Un indice foliaire de 3, c'est 3 hectares de feuilles par hectare de terrain. Et on constate qu'il semblerait que le bon fonctionnement hydrique d'un peuplement forestier, ce soit entre un indice foliaire de 6 ou 7 et 9. Un peuplement fermé, mais pas trop. Donc, c'est juste pour vous dire que ce que je vous ai montré avant, en maintenant un petit peu de couvert et en allant progressivement dans les épicéas, on pourra éviter d'arriver dans des niveaux critiques d'indice foliaire en dessous de 3 ou 4, où là, ce qu'on sait dans ces cas-là, c'est qu'il y a de l'évaporation du sol nu, et donc des phénomènes au niveau bilan hydrique qui sont très défavorables, avec un assèchement des sols qui devient très important quand on n'a plus ne serait-ce que 2-3 feuilles dans le peuplement. Voilà. Je peux t'arrêter 20 secondes? Ouais, je t'en prie. Il faut que je change ma carte mémoire. D'accord. Je veux pas Si tu raconter quelqu'un une histoire belge. Une feuille qui fait l'étage dominante qui est en pleine lumière est important qu'une feuille qui est vraiment en dessous. Alors, si je rentre un peu... Ouais. Attends. Ça va être 10 secondes. Tu peux y aller. Donc, en fonction de la position dans le haut-pied, oui, une feuille fait un couvert donné, et donc, ben voilà, tu as de l'ombre au sol. Ce qu'on constate, c'est que les arbres ont un comportement par rapport à ça, certains arbres, de sacrifier parfois les feuilles qui sont exposées tout en haut à la pleine lumière, qui souffrent là, pour ce qui est de ces feuilles en haut, essentiellement de la chaleur, plus que de l'assèchement, et que, bon, c'est connu chez le hêtre, on dit que le hêtre diminue la voilure, il va perdre toutes ses feuilles sensibles à la chaleur qui évapotranspire beaucoup trop, et il va, pour compenser, faire des réitérations plus à l'intérieur dans le haut-pied, là où les feuilles sont abritées et transpirent moins. Donc, il y a une différence entre les feuilles exposées en pleine lumière et celles-là, qui est le fonctionnement physiologique de la feuille. En revanche, quand on mesure l'indice foliaire, oui, toutes les feuilles comptent. Puis, alors, c'est un petit peu compliqué cette affaire, parce que ça, c'est une donnée expérimentale qu'on peut mesurer, mais ça coûte très cher. Les autres données qui seraient le couvert des arbres, la surface terrière, il y a des tas de choses qu'on peut mesurer en forêt, mais qui sont difficiles à relier directement avec cette histoire d'indice foliaire, parce que justement, je vous avais montré quelques données d'accroissement que je mesure dans l'accroissement des arbres. Je constate que ce document-là pousse les forestiers à façonner, là on est loin des scolites, hein, mais je vais refermer la parenthèse. Ces données-là encourageraient les forestiers à faire des peuplements plus clairs. C'était un petit peu les conclusions de ce document. À savoir qu'il ne faut pas dépasser 9 d'indice foliaire, sinon le peuplement souffre, il y a trop de demandes hydriques des arbres, et donc on ne peut pas satisfaire tout le monde. Oui, mais sauf que moi ce que je constate, c'est que les peuplements qui poussent, dans les dernières mesures que j'ai faites, c'est des peuplements en fait serrés. Alors pourquoi ?
moi il me semble que c'est parce que justement les arbres perdent de la voilure, sacrifient des feuilles. Il y a aussi des phénomènes qu'on appelle de microphilie, qui développent des feuilles plus petites qu'avant, et que donc un indice foliaire, pour avoir le même indice foliaire, j'ai des peuplements maintenant qui sont plus denses. Donc c'est très compliqué. Pendant quelques années, j'ai dit aux collègues, attention, un peuplement trop dense consomme trop d'eau. Donc il faut, c'est toutes les discussions autour des sylvicultures dynamiques, il faut faire des éclaircies assez fortes pour que le peuplement ne souffre pas de la sécheresse. Puis maintenant, les dernières mesures que j'ai trouvées sur le terrain, c'est rétropédalage. J'ai dit non, doucement. Doucement, les arbres déjà eux-mêmes s'adaptent, perdent de la voilure, deviennent plus frugaux en demandant d'eau. Donc en revanche, ce qui est très important, ce qui reste important, à mon avis, on échange beaucoup là-dessus tout le temps, c'est l'aspect microclimatique. Et donc, moi maintenant je donne des consignes de prudence dans les prélèvements pour garder un microclimat en priorité. Voilà. Alors, je referme cette parenthèse-là, parce que là on est à un autre niveau. Là. Parce que dans l'image que je vous ai montrée, on est vraiment dans des indices foliaires très faibles. Mais on sait quand même que plus on aura de surface qui transpire directement, plus la gestion du bilan hydrique sera compliquée. Donc, déjà, avant de faire la coupe scolite, il faut régler l'intensité de cette coupe. Il faut régler l'intensité de cette coupe pour préserver tout ce qui peut être préservé. Devant le micro. Pardon ? Pour parler devant le micro. Oui. On peut arrêter éventuellement ça, je pense que je ne montrerai rien d'autre. Voilà. Donc, une fois que la coupe est faite, la question se pose effectivement de l'avenir du peuplement. Vous avez compris que moi, je suis très attaché personnellement à ce qu'il reste quelques arbres. Rien qu'à l'aplomb des quelques arbres qu'on a vus tout à l'heure, il y aura une régénération naturelle. Si la coupe ne fait pas une immense surface, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier arrêt qu'on a fait avant-hier, moi j'ai regardé près de la lisière, on était encore en lisière, il y avait une certaine surface qui était quasiment rasée, mais mine de rien, la lisière elle va avoir un effet sur 20 mètres, 30 mètres à l'intérieur du peuplement. Donc la surface unitaire des coupes qu'on va faire, si elle est moins importante, on a des effets lisières, des effets d'abri, et il y avait des tas de petits semis de chêne à certains endroits, sous nos pieds, qu'on ne voyait pas forcément, mais qui peuvent contribuer à la reconstitution naturelle du peuplement. Donc, ce qu'on a vu, même les bouquets de ce matin, ou maintenir des corridors entre les coupes, de temps en temps maintenir une lisière, même si elle est instable, même si elle va se casser la figure, même si c'est une perte économique immédiate, ça va aider le peuplement à se reconstituer naturellement. Quand on parle, je reviens sur le chiffre, de 10 000 € de l'hectare pour une plantation, c'est énorme. On considère, il y a pas mal d'économistes forestiers qui considèrent qu'au bout de 30 000 € pardon, dépensés sur un itinéraire de reconstitution, la forêt ne sera jamais rentable. Donc si c'est déjà 10 000 € à la plantation, derrière il y a des entretiens, on atteint très vite ces seuils de 20, il y a certains qui disent même 20 000 €, 30 000 €, jamais on va rentabiliser la chose à la fin. Donc à l'échelle d'une forêt, il y a une question de bilan. Donc autre question que doit se poser le propriétaire, bilan global. Dans une forêt équilibrée, on essaye que les dépenses soient couvertes par les recettes. Dans un système où vous dépensez pour reconstituer la forêt plus de 20 000 €, ça n'arrivera jamais. Alors on va vous dire, ah si, planter du Douglas. Le Douglas, ça se récolte à 50, 60 ans et ça se vend bien, il y a un bon prix. Faites le calcul. Même à 50 ans, même à 60 ans, s'il faut dépenser 20, 30 000, 40 000 € pour constituer le peuplement, ça ne marchera pas. Mais si c'est l'État qui paye, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, ça devient rentable. Voilà. Et là, je sors totalement de mon devoir de réserve, mais je m'exprime à titre syndical. Enfin, de toute façon, je le dis à titre professionnel depuis le début, c'est de l'argent toxique, ce qu'on est en train de nous bazarder. Parce que ça permet de solutionner le problème sur 1 pour 1000 de la surface. Ça nous bouffe du temps. Alors l'État nous dit « ONF, réjouissez-vous, on vous donne de l'argent ». Ah non, non, non. Non, vous nous donnez du travail. C'est-à-dire que l'État a choisi de réinjecter 150 millions d'euros dans la forêt, soit qu'il injecte ça dans la forêt domaniale, qu'il aide les communes, soit pour investir. Mais ce n'est pas de l'argent qui tombe dans les caisses de l'ONF. Nous, ça nous fait du boulot en plus, où on passe 20% de notre masse salariale pour 1 pour 1000 de la surface.
ne s'occupe pas de ce qu'on pourrait empêcher de crever, et on ne s'occupe pas de façonner des peuplements plus résilients sur les 999 autres pour 1000 de nos surfaces. Donc oui, bon, au bout d'un moment, je dis stop, quoi. Stop à cette plaisanterie. Bon, donc pour l'instant, en l'état, ces financements publics, ils sont peut-être souhaitables, mais c'est fait dans la précipitation. C'est fait dans des situations où l'équilibre sylvo-synergétique est assuré nulle part. Donc, effectivement, il va y avoir des nuances entre les territoires, mais autre question que de se poser le propriétaire. Quelle population d'ongulés sauvages j'ai, etc. J'ai parlé des chevreuils et des cerfs, c'est ceux qui bouffent les plants, hein, une fois qu'ils sont sortis de terre. Puis il y a notre ami le sanglier, bien connu dans les Ardennes, en surpopulation au point qu'il répand la peste porcine africaine. Le sanglier, lui, il bouffe les glands. Et il y a une technique de reconstitution qui a un peu été oubliée, mais j'ai vu avec plaisir que les Wallons se réintéressaient à ça, donc on a fait travailler une stagiaire sur ça. C'est le semis direct. Le semis direct de glands. Ça peut fonctionner. Et après, c'est des circuits de collecte à mettre en place, ou des systèmes peut-être un peu artisanaux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut parfaitement fonctionner. Sauf s'il y a du sanglier. Hein. Prévoyez quand même une clôture. Le sanglier, lui, s'il prend en amont, il bouffe déjà le gland quand il tombe par terre. J'ai vu quelques enclos en latibois de 3 mètres sur 3 mètres l'an dernier, sur une parcelle de démonstration. Bon, cette année, tiens, c'était pour voir s'il y avait du sanglier, un impact. J'y suis allé la semaine dernière. Donc mes petits enclos de 3 mètres sur 3 mètres sont verts de Smith Chain, et il n'y en a absolument pas ailleurs. Rien du tout. Donc oui, question, y a-t-il une pression du gibier? Donc voilà, la question de l'attente de la dynamique naturelle, de la coupe qu'on a fait avant, les conditions d'exploitation et le peu de couverts qu'on va maintenir, ça c'est décisif. La question de l'équilibre forêt-gibier, la question du bilan global de l'opération, quand on investit, le retour sur investissement il n'est pas évident. Et puis, j'ai envie de dire encore une chose, même si on me fait signe qu'il faut que je raccourcisse, c'est il y a un impact, je vous ai dit, ça crée une ambiance, cette histoire de réflexion sur la plantation, la reconstitution. Il y a quelque chose qui est très, très dangereux aussi, c'est un effet psychologique sur les forestiers. Toute cette question de changement climatique amène les pouvoirs publics à culpabiliser les forestiers. Je m'explique. On a eu tout un tas d'enquêtes d'opinion sur le fait que est-ce que vous croyez au changement climatique, qu'est-ce que vous comptez faire, etc. Donc à chaque fois qu'on a une discussion comme ça entre techniciens forestiers qui quand même, la plupart ont un pluviomètre chez eux, etc., il faut d'abord qu'on passe un quart d'heure à expliquer qu'on n'est pas climato-sceptique. Non, il n'y a pas de climato-sceptique chez les forestiers de terrain, j'en connais pas. Il faut qu'on explique qu'on a pris la mesure de la gravité. On va mourir des arbres tous les jours, mais il faut qu'on explique quand même qu'on est au courant que c'est préoccupant. Et puis à la fin, en gros, on nous amène à la conclusion suivante. Si vous ne transformez pas les peuplements réputés inadaptés, le hêtre, l'épicéa, le sapin, là, etc., et si vous n'assurez pas l'avenir en transformant et en plantant l'essence du futur, ou les 3 essences, ou les 5 essences, vous êtes en gros irresponsable. Il y a vraiment cette ambiance-là, alors que on est responsable quoi? On est en première ligne, ça c'est certain, au niveau de la forêt. Mais en tout cas, c'est pas oui, c'est notre co-responsabilité d'avoir provoqué ces changements globaux, ce saccage de l'écosystème, d'accord, oui, soit. Mais je passe mon temps à dire aux collègues, il faut comprendre 2 choses. C'est que même si un établissement comme l'ONF et les forestiers privés sont payés par le bois, et ça c'est un gros problème, même si c'est le cas, la fonction de production pure, c'est derrière nous. On va avoir des pertes d'accroissement. On va essayer de maintenir de la qualité. Il faut faire des produits de qualité. On peut maintenir une filière forêt-bois de qualité qui valorise des produits à forte valeur ajoutée. On peut continuer ça. Mais en tout cas, la fonction, les autres fonctions, maintien du couvert, maintien de la biodiversité, des corridors écologiques, des fonctions psychosociales de la forêt, sont maintenant beaucoup plus importantes, à mon avis, c'est un avis largement partagé au SNUFEN, que la production de bois pur. Donc, déjà, il faut qu'on fasse notre évolution en tant que forestier et que la société comprenne qu'elle a besoin des forestiers pour autre chose que de vendre du bois. Premier point.
Et quel que soit l'itinéraire qu'on va choisir, il y aura des pertes. Et je dis aux collègues, ce n'est pas de votre faute. Soit vous avez un peuplement existant où peut-être 15% des arbres crèvent, puis vous les regardez de plus près, dans les 15%, il y en a 8% qui crèvent et 7% qui sont résilients et qui en fait s'adaptent. Donc ok, 15, 20, 30% du capital sur pied des arbres sont en train de mourir peut-être. Mais si, j'en profite pour paniquer et replanter, quel pourcentage de ce que je vais planter va survivre? Avec des sols à nu, avec des sécheresses, avec des incertitudes. Et il y a cette idée de stratégie sans regret qui a été déployée par des ONG comme WWF, Humanité et Biodiversité, etc., dans un rapport l'an dernier. Voilà, il faut des stratégies sans regret. Dès l'instant où on va investir massivement, il y a des regrets à la clé. Et ce qu'on a surtout, alors c'est dommage qu'on n'ait plus trop de collègues de l'INRAE, je pense qu'on a un problème parfois de compréhension mutuelle. L'INRAE, c'est l'INRA au départ. Donc c'est dans la boutique une culture agronome dans laquelle l'homme agit sur la nature. Le forestier a une culture inverse. L'homme observe. Il retire les fruits de son expérience de cycles longs. Donc on est obligé d'être humble et d'avoir conscience de nos incertitudes. Les incertitudes, elles n'ont jamais été aussi fortes. Quand on nous dit le hêtre va disparaître, toutes les projections de migration d'essence, de climat, de ceci, de cela, sont toutes, les forestiers le savent, sont toutes fausses. À quel pourcentage? En tout cas, on navigue complètement dans l'incertitude. Donc l'important, c'est d'observer ce qui se passe, c'est d'investir quand on est à peu près sûr qu'on ne va pas trop le regretter. Et puis, c'est pas grave, c'est pas de la faute des forestiers si ça meurt, que ce soit les plants qu'on va planter ou les arbres en place. Il faut se doter d'outils pour faire en sorte que le choc soit le moins dur possible. Et si je veux résumer tout ça en un seul mot, c'est l'objectif maintenant d'une reconstitution ou de la gestion de coupes de scolytes, c'est le maintien maximum du couvert partout. Voilà, ce qui vraiment est important, c'est le couvert végétal. Et pour moi, les forestiers, avec la société, doivent être les gardiens du couvert végétal. Merci de votre attention. Voilà, merci Frédéric pour cette présentation. On peut prendre encore une petite dizaine de minutes pour des questions. Et juste après, on va faire appel à tous les bénévoles qui sont dans la salle pour accélérer sur la mise en place du repas. Puisque comme on occupait cette salle, on n'a pas pu mettre en place le repas. Donc tous les bénévoles présents dans la salle, si vous pouvez filer un petit coup de main pour mettre le repas rapidement, pendant qu'on garde une petite dizaine de minutes de questions. Merci sur vos questions d'être succincts. Je vous en remercie. Ah oui, oui. Allez-y. Tu as mentionné les chasseurs tout à l'heure. Je voudrais savoir, c'est une question que j'ai posée à Raphaël aussi. Quelle interaction il y a avec les chasseurs, et sachant qu'il y a différents types de chasseurs. Voilà. Le bon, le mauvais. Les assistants. Donc, quels bénéfices ou néfastes ou non bénéfices ils ont dans vos actions, et quelle relation surtout vous avez avec des bonnes, des mauvaises? Alors, comme on a dit sur plusieurs sujets, relation d'homme de terrain à homme de terrain, ou femme de terrain à femme de terrain, souvent ça peut bien se passer. Il y a un grand nombre de chasseurs avec lesquels on travaille et qui ont conscience de leur rôle dans l'équilibre de l'écosystème et avec qui on peut discuter de façon objective sur l'état de l'équilibre sylvo-synégétique, comme on dit. Et puis il y a la hiérarchie des chasseurs, ou pour faire simple, et là on va voir tout de suite s'il y en a dans la salle, c'est un gros business, et en particulier la chasse, parce que là on parle des ongulés sauvages, donc dans l'ordre de préférence des chasseurs et de rémunération de la chasse, ça va être le cerf, le sanglier, le chevreuil, en gros. Puis en montagne, le mouflon est assez prisé, etc. etc. Donc nous on a des problèmes avec ces trois espèces-là essentiellement, hein, cerf, chevreuil, sanglier, qui font le prix des chasses. Donc les chasseurs, en tout cas leur hiérarchie, a tout intérêt à ce qu'il y ait un maximum d'animaux dans les forêts. C'est un loisir, c'est plus une régulation. C'est compris comme ça au niveau politique par le monde de la chasse. Le gouvernement a fait un truc terrible, c'est que par exemple les forestiers avaient voix au chapitre
dans des commissions départementales pour établir les plans de chasse, les plans de tir sur ces espèces-là. Elles étaient présidées par l'administration. Maintenant, c'est la Fédération départementale des chasseurs qui préside les réunions. C'est vous dire que la voie consultative qu'avaient les forestiers dans la fixation des plans de chasse, elle devient extrêmement consultative. Donc, on a quand même des outils en forêt domaniale, puisque là, on maîtrise quand même à qui on loue la chasse. Seul petit problème, c'est que ça rapporte. Et que par le passé, maintenant on fait machine arrière quand même, la direction de l'ONF est très consciente de ça, essaye de rétablir un équilibre. Sauf que dans le début des années 2000, comment est-ce qu'on a renfloué les caisses de l'ONF quand l'État se désengageait de notre financement? En louant des chasses en licence plus chères qu'avant. Et donc une chasse plus chère, elle se justifie. On ne va pas trop taper dans le cheptel. Et il y a à la fois ça, puis dans certains cas, une chasse qui est l'inverse de celle du prédateur naturel, c'est-à-dire que chez les cerfs et les chevreuils, souvent les chasseurs sont intéressés par les trophées. On a un mal fou qualitativement à faire chasser une grande proportion de femelles et de jeunes. Or, la démographie des populations de cerfs et de chevreuils, c'est beaucoup de femelles, beaucoup de jeunes, parce que le loup, il n'attaque pas le cerf de 18 corps. Hein. Donc, cette régulation, d'un point de vue quantitatif, qualitatif, elle ne se fait plus, et c'est voulu. Les plans de chasse ont quand même été conçus au départ, il y a déjà quelques décennies, dans l'esprit de rétablir des populations, hein, pas de les diminuer. Donc bah, ça marche, oui, ça fait augmenter les populations. Pour continuer sur les chasseurs, la forêt c'est du végétal, c'est mangé par des herbivores, et donc tout carnivore, quel qu'il soit, protège la forêt. Et je pense notamment aux mustélidés, et puis aussi comme le blaireau, qui est un vrai semeur de forêt à lui tout seul, parce que c'est une serpillière qui traîne des graines partout, parce qu'il avale des graines et qu'il les sème consciencieusement. Les chasseurs, malheureusement, tirent sur tous ces mustélidés. Est-ce que vous parlez aussi de cet aspect-là de la chasse avec eux? C'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de réglementation là-dessus, donc on peut en parler, mais pas en commission de plan de chasse. Si, il y a toujours il y a une information sur des plans de tir de renard. C'est déclaré comme nuisible. Donc là, c'est nuisible. Quand il n'y a pas de chassable, ils sont déclarés comme nuisibles, donc destructibles. Ah oui, non, mais ça, de toute façon, c'est d'ailleurs la seule chose qu'on arrive à peu près à s'entendre au sein des SOS Forêt sur le fait que déjà nuisibles, pour des animaux comme ça, c'est une notion qui ne devrait pas exister. Quoi. En même temps, il faut que le blaireau soit costaud pour s'attaquer même à un cerf. Hein. Non, d'accord, mais au niveau, effectivement, dans l'écosystème, hein, tu parlais de la dispersion des graines. Les campagnols, des animaux utiles. Quand une graine germe, le campagnol ou n'importe quel autre herbivore, les tout petits vont manger déjà les graines qui germent. Donc c'est vrai qu'à ce stade-là, si on réduit la quantité de campagnols et de tout petits herbivores, on augmente malgré tout les chances de... Oui, c'est certain, la prédation du renard ou du chat forestier sur les campagnols en forêt, elle est précieuse. Donc l'ONF pourrait aussi accompagner les associations de protection de la nature comme FNE qui essayent de faire valoir que les carnivores en forêt protègent la forêt. Quoi. Ouais. Dans un siècle et demi. Les SOS Forêt et le SNUPFED sont prêts à le faire, l'ONF, je ne sais pas. Donc pour information, les nuisibles s'appellent maintenant des ézodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. On parle plus de nuisibles, donc ceux qui sont contre la destruction des nuisibles, et maintenant il faut être contre la destruction des ézodes. Il y a les EHPAD, il y a les ézodes. On est aussi contre la destruction des EHPAD. Alors, il y avait d'autres questions Sur l'idée de protéger absolument le sol, est-ce qu'on pourrait tirer une conclusion rapide en disant si le bois n'est pas commercialisable d'un point de vue argent, avec gros diamètre, s'il y a des baissières qui sont détruites par la scolite sur des petits diamètres, l'intérêt c'est de tout garder. De toute façon, s'ils sont déjà, si c'est déjà plus d'écorce, il n'y a plus de danger pour les voisins. Et dans ce cas-là, on garde tout. Est-ce que ça pourrait faire une protection du sol au sens où tu l'entends? Oui, c'est pas grand-chose effectivement, mais un tronc ça fait de l'ombre. Hein. Donc c'est pas autant que la masse foliaire, etc. Mais pour moi, tout est bon à prendre. Et puis après, le bois retourne au sol, hein. On a parlé à la fois des microbiotes, mais aussi Olivier Rose nous a dit un réseau de bois mort au sol fait que certaines espèces qu'on croyait disparues se réinstallent. Ce ne sera pas forcément directement un prédateur du scolite, mais en tout cas ça peut contribuer à diminuer les ravages par le futur. Donc, si je poursuis un peu, ce que tu veux dire qu'il faut essayer de garder au maximum, d'exploiter au minimum, on peut arriver jusque là ou pas? Je pense qu'il y a,
on en discutait tout à l'heure, il y a peut-être encore des endroits comme les Ardennes par rapport aux épissades pleines, où là ils sont condamnés. Hein. Et puis effectivement, comme tu dis, ils sont déjà secs. Au prix où on les vend actuellement, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup d'intérêt à continuer à raser les pessières de plaine complètement hors station. Ici, où on n'est pas tout à fait hors station et où l'épicéa pourrait s'en sortir, il y aurait peut-être lieu d'essayer encore de prioriser les endroits où on peut intervenir très tôt. Mais en dehors de ça, on se retrouve face au même problème, des arbres plus ou moins valorisés, et puis on perd un couvert. C'est assez compliqué de savoir s'il faut vraiment exploiter. En tout cas, on devrait garder les épicéas secs en argumentant qu'on fait exprès pour protéger des raisons. Oui. Dans l'absolu, bien sûr. Oui. Ouais, c'était aussi... Enfin, aussi pas mal une remarque, parce que tu parlais d'ambiance qui est créée autour de la plantation, finalement avec ces subventions. Et pour les dirigeants politiques et pour une grande partie du grand public, finalement, planter des arbres, c'est toujours bien. Il y a cette image, planter des arbres, c'est bien, pour compenser les compensations carbone, on va planter des arbres, y compris sur des landes qui ont un intérêt écologique majeur. Mais planter des arbres, c'est bien, et c'est vrai que c'est bien de resituer aussi, de dire que planter des arbres, ça peut aussi être nuisible, et qu'on ne plante pas n'importe quel arbre, n'importe où, finalement. Et puis, dernière petite remarque à propos de carnivores et de prédation. Personne ici n'a d'impact là-dessus, mais ça serait bien qu'on arrête de tuer 100 loups par an sur une population de 500, ça aiderait peut-être aussi les forêts. Voilà. Juste un tout petit commentaire sur le fait de couper. J'ai pas noté le SNU là. C'est assez compliqué d'expliquer qu'on peut être critique sur la plantation sans tout de suite être taxé d'anti-plantation ou de voilà. Canopé comme le SNUFEN ne préconise pas la libre évolution partout, c'est pour ça qu'on organise l'événement. Là, c'est que en revanche, oui, planter le réseau pour les alternatives forestières a une formule qu'on emploie souvent. Planter en forêt, c'est quand on sait planter. J'allais sortir la même. Celui qui sait planter, c'est qu'il sait planter. Frédéric, je suis militant adhérent du SNU depuis plus de 30 ans, donc je suis d'accord avec pratiquement tout ce que tu as dit. Je retiens la prudence. C'était mes consignes, moi, mon premier mot que je donnais aux consignes aux collègues pour les martelages, prudent. Je retiens le mot observer. Ça, c'est le mot de base aussi. Pour un forestier, c'est observer. Mais je mettrai une correction à ton dernier grand mantra, c'est le couvert végétal. Je pense que la fougère, c'est du végétal. La graminée, c'est végétal. Je préfère parler de couvert ligneux. Tant qu'on peut, couvert ligneux. Mais c'est aussi, je le disais, en me replaçant dans le cas d'une coupe qu'on a rasée, essayons de voir déjà comment se comporte le couvert végétal avant de planter. C'est 4 ans d'attente. Il y a une succession qui se fait, quoi. Hein. Tu vois d'abord la molinie ou la canche, les herbacées ou la fougère. La fougère, derrière la fougère, il n'y a pas grand-chose. Il faut attendre un peu que ça s'installe. Je voulais juste ajouter quelque chose à propos de la chasse et des chasseurs. C'est un écho que j'ai entendu. C'est qu'en fait, les chasseurs seraient considérés par les politiques comme la dernière armée de résistance. C'est-à-dire que s'il y a 1 million de chasseurs, ça fait 1 million de résistants si jamais les Russes ou les Chinois viennent nous attaquer. Ah, oui, ça c'est pas bête cette expression. Alors pour ça, il faudrait aussi rapporter les chiffres. C'est une portée électorale. C'est plutôt 1 million de Vénitiens quand même. Oui, Je sais pas. Je prends encore, je sais pas. Le franc-tireur est partisan dans le domaine de la chasse. Une question. Bon, personne n'est frustré, hein, parce que tu parles souvent, alors je ne peux pas frustrer personne. Mais je voulais simplement, c'est pas une question, c'est juste apporter la parole d'un élu. Non, mais alors il y a une question. Ah bon, alors s'il y a une question, laissons la question. Il y a une main levée? Je vais dire en digestif. Ah bon. Non, il n'y avait pas de question. Donc moi je voulais juste apporter la parole d'un élu local. Hein, parce que on a toujours tendance, on parle des politiques, on parle des choses comme ça. Je voudrais dire aussi que l'élu local, il est très contraint par la comptabilité publique. C'est ce qui explique que l'État vous dit, vous avez 20 briques, mais il faut les dépenser rapidement. Et souvenez-vous ce qu'a dit
le député, le premier jour, il a dit ben, moi, je veux équilibrer mon budget à la fin de l'année. Parce que nous, collectivités locales, nous sommes obligés d'avoir un budget chaque année. Et même pour nous, quand nous demandons des subventions, le système est extrêmement pervers. Si nous demandons des subventions d'investissement, par exemple, que l'État nous les accorde, on doit les demander sur la base de chiffrage. Sauf que ces chiffrages, tant qu'on n'a pas fait vraiment les travaux, ils ne sont pas complets. Et si par malheur, et par un souci d'économie, on est moins cher que prévu, on se fait engueuler, parce qu'en fait, on avait prévu de donner 40 000, on n'en a dépensé que 30, mais du coup, les 10 000 sont perdus. Donc le coup d'après, on trouve des gens, alors on leur dit, démerde-toi pour nous dépenser les 10 000, parce qu'on a besoin de ça. Sinon, souvenez-vous, pour ceux qui ont fait le service national, beaucoup ici ne l'ont pas connu, mais il y avait l'histoire des camions qui tournaient dans la cour pour avoir la même quantité de gasoil, enfin d'essence, puisqu'il n'y a pas de gasoil. Et ben c'est le même principe. Donc ce que je voudrais dire, c'est que les citoyennes et les citoyens, ils doivent aussi essayer de se battre, et là c'est plutôt le front immédiat des forêts, pour faire en sorte qu'on puisse changer. Parce qu'en fait, les collectivités locales, elles ne peuvent pas changer parce qu'elles ont des contraintes, et les contraintes, elles sont données par l'État, mais elles sont données à l'État par l'Europe. Les fonds européens, c'est la même chose, il faut qu'ils soient absolument dépensés ce jour-là et pas le lendemain. Et on ne peut pas attendre 10 ans, parce que les élections, c'est pas tous les 10 ans, etc. Donc c'est un vrai problème. Et il faut bien comprendre que tout ça est très lié et que personne n'est réellement, individuellement, aucun corps constitué n'est réellement individuellement responsable de tout. Donc à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose de dire, voilà, si on avait moins de cons à tel endroit et plus intelligents à tel autre, parce qu'en fait, les cons sont répartis à peu près partout de la même façon. Mais il faut bien comprendre que tout a des conséquences. Et la comptabilité publique, c'est quelque chose, c'est un truc qui rend fou, en fait. On a compris, je presse un peu parce que... Alors, juste un témoignage d'élu qui va dans tout à fait l'autre sens et qui s'appuie sur les chiffres que tu as cités hier, comme quoi la production de bois représentait qu'à peu près 10% des services rendus par la forêt à la société. Et donc nous, on a travaillé avec des élus qui viennent de couper à blanc des parcelles scolitées sur d'assez grandes surfaces, en concertation avec l'ONF, le parc régional du Morvan et notre groupement forestier, qui seront en réflexion actuellement avec ces mêmes partenaires sur qu'est-ce qu'on fait derrière. Donc ils ont à peu près la réflexion qu'on a en ce moment, qui ont simplement, compte tenu de la tendance générale qui est allée à une rentabilité par la production de bois, ont signé une sorte d'accord en disant de ce que l'on va faire, on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on n'en attend aucun rendement financier. C'est-à-dire que c'est des élus qui, pour moi, ont une vraie qualité d'élus et qu'on ne trouve quasiment plus, qui sont visionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous, on va investir sur les 90% restants. C'est-à-dire qu'on fait l'impasse sur les 10%, qui est la production de bois. Alors c'est peut-être pas bien parce qu'effectivement du bois on en a besoin, mais comme les autres sont à 100% dans la production de bois, nous on fera pas trop de dégâts sur le marché. Et par contre ils misent tout sur les 90%. Et ces 90% c'est tous les autres services rendus par la forêt. Alors ils excluent pas la plantation, hein, on est en débat là-dessus, mais c'est pour dire qu'il faut aussi sortir de ces logiques et de ne pas oublier que le bois ce n'est que 10% de ce qui fait la valeur d'une forêt. Et on est à peu près d'accord, je crois, sur ces chiffres qui datent maintenant de plus de 10 ans, et d'autres labos ont travaillé là-dessus, et ils ne sont pas remis en question. Alors l'idéal, ce serait de ne pas faire l'impasse complètement sur la production de bois, mais les autres vont tellement loin dans cette direction, avec du 100%, que si quelques-uns vont sur du 0%, c'est pas grave non plus. Et les élus, moi j'attendrais ça des élus, qu'ils aient cette vision sur l'avenir et des enjeux autour de la forêt. La forêt, c'est pas uniquement une usine de production de bois. Je livre juste une info parce que j'en ai parlé hier. Dans les kiosques, il y a Epsilon, une nouvelle revue de vulgarisation scientifique, qui a un dossier complet, là tout récemment, j'ai appris ça hier, sur ce que j'évoquais hier, à savoir les adaptations génétiques, épigénétiques des arbres. Donc tous ces sujets de recherche que je vous incite à fouiller parce que je pense qu'il y a là-dedans vraiment un Eldorado de connaissances qui est très peu valorisé, et à mon avis c'est beaucoup mieux de réfléchir à ça, d'aller acheter Epsilon et de regarder la génétique des arbres, plutôt que d'imaginer de transposer des climats partout dans le monde et des migrations d'espèces où on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Merci Frédéric.